Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la carte de l'UFC 300. Comme vous le savez, au début, je n'étais pas vraiment sûr par rapport à ce qu'on obtiendrait avec cette carte, surtout avec le main event, Jamahal Hill contre Alex Pereira. Mais je peux vous dire une chose, c'est peut-être l'une des meilleures cartes que j'ai eu à regarder. J'ai regardé chaque combat, j'ai apprécié chaque combat. C'était du très très haut niveau. Il y avait de la castagne, il y a de la lutte, de la bonne lutte dynamique. Il y avait du sang, il y avait des chaos. Excellente carte, excellente carte. Une fois de plus, le dictateur bienveillant Dana a encore frappé. Il a encore frappé, mais je pense que c'est aussi lié, comme je l'ai toujours dit, au niveau de compétition. Il y a beaucoup de promotions. J'espère vraiment qu'au haut niveau, le MMA sera dans une situation où on n'est pas obligé de regarder une carte de l'UFC pour avoir le niveau de compétition, le niveau de combat qu'on a eu à l'UFC 300. J'espère vraiment que ça va changer, mais actuellement, l'UFC, Dana White et eux tous, c'est-à-dire toute l'équipe de l'UFC, ils n'ont pas de compétition. Ils n'ont juste pas de compétition. Cette carte était juste exceptionnelle. Ça, c'est une carte qui te montre en fait pourquoi l'UFC est un monopole. Bon, souvent je peux rentrer dans de longs discours, mais je vais m'arrêter là pour la carte et pour la compétition. Donc aujourd'hui, je vais parler de quelques combats. Je vais pas parler de toute la carte, je pourrais le faire, mais allons juste droit au but. Je sais exactement quel combat intéresse. Je sais exactement quels combats m'ont vraiment intéressé. Donc, je vais juste me concentrer sur ces combats. Ok, quels sont les combats dont on va parler aujourd'hui, ou du moins sur quel combat je vais donner mon avis. On va bien sûr parler de mon gars sûr, de mon combattant préféré. Pas parce qu'il est meilleur, pas parce qu'il ne peut pas se prendre un KO. Bien sûr, Iri peut se prendre un KO, mais c'est le mental. C'est ce qu'il a dans la tête, c'est la façon dont il approche le combat, moi, qui m'intéresse chez lui. Ensuite, je vais passer à Oliveira Saroukian. On va ensuite passer à Max Holloway face à Justin Gaethje. Exceptionnelle performance. Peut-être après je ferai une autre vidéo sur Max Holloway parce que je suis encore sous le choc de ce que j'ai vu. Et on va bien sûr finir avec Shama Poatan contre Jamahal Hill. Je suis pas forcément étonné du résultat. Je suis peut-être étonné du fait que ça arrive aussi vite. Parce que je pensais que c'était vraiment au début que Jamahal avait ses chances. Mais on va en parler. Ok, commençons maintenant avec mon gars sûr. Jiri Prohaska, le samouraï des temps modernes. Celui qui vit selon le Bushido. Le samouraï des temps modernes, Jiri Prohaska. Nous allons parler de lui. Ok, personnellement, j'ai toujours dit, et je l'avais dit dans mon analyse, Alex Pereira à Jiri, l'une des plus grosses faiblesses de Jiri, ce sont les low kicks. C'est vraiment ça qui l'a handicapé dans le combat de Pereira. Et Rakic, même si Rakic revenait de blessure, Rakic a eu raison de démarrer avec des low kicks. Si j'étais Rakic ou si j'étais dans l'équipe de Rakic, moi, de mon point de vue, ils avaient le bon game plan. Mais comme je le dis souvent avec Jiri, il ramène en fait des choses abstraites, des choses inconnues. Et il est excellent à opérer en fait dans le chaos. Il est aussi excellent à prendre sa chance. Ce combat face à Teixeira, c'est-à-dire Jiri face à Teixeira, où il met un choke à Teixeira au 5e round, à quelques secondes de la fin. Et lui-même, il a dit plusieurs fois, Jiri l'a dit plusieurs fois qu'il ne sait pas comment il a fait. C'est ce qu'on appelle prendre sa chance. Et c'est ça le volet le plus dangereux chez Jiri. Donc oui, Rakic avait le bon game plan. Si tu veux battre Jiri, c'est relativement simple sur le papier. En fait, c'est ça. C'est simple de battre Jiri sur le papier. Tu viens, tu le mets des low kicks. Il va pas vraiment les bloquer. Il va même pas te les rendre. Hier, les low kicks qu'il mettait hier ou ce matin. Bref, je suis encore sous le choc. Je suis encore dans l'euphorie de toute la carte. J'ai vraiment apprécié la carte. Donc, je disais, hier, ce que Rakic a fait, c'était la bonne chose à faire. Si tu veux battre Jiri, tu viens, tu lui mets des low kicks, tu essaies de détruire sa base parce qu'il ne va pas les bloquer et il ne va même pas te les rendre parce que hier, il ne les rendait pas vraiment et il les rendait même de façon timide.
Donc c'est ça la méthode pour battre Iri. Mais ça, c'est facile à faire sur le papier. Et c'est l'une des choses que j'aime chez lui. Il vient en fait avec des concepts très abstraits que la personne moyenne pourrait penser non, c'est juste n'importe quoi, le monde a évolué, ça ne s'applique plus au monde dans lequel on vit, etc., etc. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il arrive à faire travailler ces concepts. Dans le sens où l'un des concepts qu'il a utilisé hier et l'un des concepts qu'il utilisait les low kicks est que, là on va parler un peu philosophie samouraï, mais l'un des concepts est que dans le feu de la bataille, tu dois te concentrer sur ce qui est important. Et tu dois accepter en fait qu'il aura, il aura des difficultés. Et cela ne devrait pas affecter ton état émotionnel. Tu dois rester concentré sur ton objectif, être attentif pour saisir ta chance et tu dois saisir ta chance sans aucun doute. En fait, c'est ça. C'est ça le nerf de la guerre. Saisir sa chance sans le moindre doute. Comme vous voyez, c'est purement philosophique, mais c'est ça que Iri applique. En fait, quand il prend des low kicks, qu'il avance, il n'a pas le moindre doute en lui. Il n'a pas le moindre doute. Donc, le combat a bien commencé. Rakic suivait son plan. Il mettait des low kicks. Mais au fur et à mesure, Iri lui a ramené le chaos. Et c'est ce qu'il disait aussi sur Twitter. En fait, Iri est un agent du chaos. Il y a beaucoup de combattants, ils sont des agents du chaos. C'est pas tous les combattants qui savent opérer dans le chaos. Exemple, Adesanya. Le combat entre Adesanya et Strickland, c'est juste un sniper face à un homme qui est chaotique. Strickland a amené le chaos à Adesanya et Adesanya n'est pas doué quand il s'agit d'opérer de cette façon dans le chaos. Il a un peu fait face à Gastelum en 2018, mais depuis qu'il est champion, il a un peu perdu en fait ce côté. Et ça arrive avec tous les champions, ils essaient de maintenir leur ceinture. Mais Iri est un opérateur du chaos, il opère parfaitement dans le chaos, il est calculateur dans le chaos et il t'aura. En fait, c'est ça aussi que j'aime chez lui. Tu peux être sûr d'une chose, Iri, il t'aura, il va t'avoir. Donc, Iri a juste saisi sa chance. Rakic commençait à perdre en régime. Iri vient avec un certain chaos. Iri a continué à mettre la pression. Et quand il a vu cette occasion, c'est-à-dire jab, tu mets jab, cross, tu passes au-dessous du contre, c'était fini. Il a mis ça. Et aussi la puissance de Iri. Sur Twitter, je pense qu'il y a un poteau qui m'a demandé comment ça se fait que Iri soit aussi puissant ou quelque chose du genre. Et ça vient en fait de la philosophie. En fait, c'est ce que je dis. Iri, il a beaucoup de concepts philosophiques qu'il applique en fait. Mais si tu veux prendre les fondamentaux de combat, c'est-à-dire de boxe, de kickboxing, non, Iri est horrible. Mais en fait, ce sont ces principes philosophiques qu'il applique qui le rendent aussi intéressant. Iri va perdre. Un de ses jours, il va perdre. Il a déjà perdu face à Pereira. Je sais que ça va payer. Mais de nos jours, c'est rare, extrêmement rare de voir un combattant qui applique en fait des principes philosophiques de combat de plusieurs siècles. Plusieurs siècles, il les applique dans les temps modernes et il a du succès. C'est extrêmement rare et c'est l'une des nombreuses choses que j'aime chez Iri. Donc je disais, la puissance de Iri. Il y a plusieurs vidéos qui circulent où on le voit frapper des arbres, on le voit faire des trucs bizarres. Bruce Lee a dit, j'ai peur du combattant qui a entraîné 10 000 fois. J'ai plus peur du combattant qui a entraîné 10 000 fois le même coup ou bien 1000 fois le même coup. J'ai plus peur de ce combattant que du combattant qui a 1000 coups dans son sac. C'est-à-dire qu'il peut te mettre 1000 coups différents. Ce que Bruce Lee voulait dire par là est que la maîtrise est déjà le travail d'une vie. Et si tu maîtrises une seule chose, tu n'as pas besoin de plusieurs choses. Même Pereira, il n'a pas besoin de plusieurs choses. On connaît ses low kicks, on connaît son crochet gauche, mais on va en parler. Quand tu as entraîné un seul coup plusieurs fois, et ça c'est même une leçon de vie, du moment que tu maîtrises ce coup ou du moment que tu maîtrises cette tâche, tu as juste besoin de pouvoir mettre ce coup dans tous les scénarios. Et plus tu l'as entraîné, plus tu pourras le mettre dans tous les scénarios et plus il deviendra extrêmement létal, plus il deviendra extrêmement dur à contrer. Et c'est exactement ça avec Iri. Ces coups bizarres qu'il met dans sa forêt sur des arbres et tout, c'est de là que vient cette puissance. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de combinaison ou de tout plein de choses. Il a juste besoin de te toucher une fois. Une fois de plus, c'est aussi le principe du samouraï. Avec ton katana, t'as pas besoin de faire des combinaisons de katana. Tu as juste besoin de le toucher une fois et de changer la réalité du combat. Et c'est ce que Iri Prohaska a fait. Rakic l'allumait, aucun problème, à un niveau
il a eu son occasion, il a saisi dans le chaos et c'était fini pour Rakic. À partir de là, c'était fini pour lui. Et c'est ce qu'on appelle le calme dans le chaos. Le calme dans le chaos, c'est techniquement être calculateur, sous pression, rester concentré et saisir sa chance. Donc, une très belle victoire de Jiri Prohaska. Bien sûr, il vient tout le temps avec du divertissement exceptionnel, beaucoup de puissance. Mais bon, entre parenthèses, il faudra qu'on fasse quelque chose pour ces low kicks Jiri. Parce que c'est souvent les low kicks qui l'empêchent en fait de faire ce qu'il veut. S'il trouve une façon de contrer ces low kicks, il sera très très dur à battre. Maintenant, passons au combat entre Oliveira et Arman Tsarukyan. Bon, sur Twitter, la plupart, ils sont pro Oliveira. Et bon, vous pouvez regarder mon analyse du combat. Oliveira vient avec beaucoup de bien et vient avec beaucoup de mal. Mais ici, ce qui était surtout déterminant dans ce combat, c'est le game plan de Tsarukyan. Il a appliqué à la perfection. Et je ne savais, pour ces analyses, souvent quand je fais des analyses, c'est plus mon avis. Mais dans ce cas, je suis étonné de constater que pratiquement tout ce que je pensais que Tsarukyan devait faire ou était censé faire pour gagner, il a fait à la perfection. Dans le sens où je me disais, dans la boxe pure, Oliveira allait le dominer. Au fur et à mesure, Oliveira allait le dominer. Tsarukyan est venu avec une très belle sélection de kicks. Spinning kick, à un niveau il nous a même fait un axe kick, c'est rare de voir ceux-là. Il nous a fait un axe kick, ce qui montre une grosse dextérité. Il est très flexible, l'Arménien 2,110 m. Donc il a démarré debout, il utilisait beaucoup ses kicks. Et moi je trouvais que c'était parfait, j'ai toujours trouvé que c'était la voie pour lui pour rester debout. Maintenant le plus intéressant c'était au sol. Dès le premier round, il a fini dans une guillotine. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est fini. C'est fini, je vais me faire séquestrer dans les QG de la propagande d'Obranx. C'est fini pour Obsession. Il est maintenant devenu le plus gros propagandiste de Oliveira. J'ai rien contre Oliveira. J'ai absolument rien contre Oliveira. Mais on m'a mis des coups de pression sur Twitter. Donc, retournons à l'analyse. Il a fini directement dans une guillotine. Arman Tsarukyan a fini directement dans une guillotine. Je me disais, ok, c'est le début des problèmes pour Arman. Mais il a survécu. Et quand il a survécu à cette guillotine, moi je me suis dit, ok, c'est bon, Tsarukyan devrait gagner. Je me suis littéralement dit ça. Et pourquoi je me suis dit ça, c'est que personne ne sort de... Déjà, tu ne sors pas d'une guillotine de Oliveira. Oliveira le sait. Et ce qui arrive souvent avec les gens qui sont extrêmement confiants, c'est que Oliveira est extrêmement confiant en ses compétences. Et souvent, ce qui arrive, en fait, c'est que quand tu es extrêmement confiant en tes compétences, tu peux aussi chuter de très très haut. Donc moi, je me suis dit, ok, on ne sort pas des guillotines d'Oliveira. Tsarukyan est sorti, il a l'avantage psychologique. À partir de là, je me suis dit, ok, c'est bon, il a l'avantage psychologique. Et ensuite, ils ont eu d'autres échanges. Tsarukyan, il essayait de striker et bien sûr, ils sont repartis au sol. Et là, on a vu le ground and pound. Et j'avais dit, j'ai toujours pensé que si Oliveira est trop à l'aise dans la position du dessous, il va se faire ground and pound. Et je ne pensais pas, en plus la façon dont Tsarukyan applique son ground and pound et avec le pédigré qu'il a en lutte, je me disais, ok, c'est un gros problème pour... ça. Je me disais que ça allait être un gros problème pour Oliveira. Je me disais qu'il aurait de la difficulté, surtout proche de la cage. Et je pense que Tsarukyan, il a mis ses coups, ou du moins ses coudes, les plus vicieux proches de la cage. Et ça, il a pris directement du combat de Islam. Et moi, quand je regardais le combat de Islam, il y a de cela 3 semaines, et j'avais mis sur Twitter, je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi confiant par rapport à Oliveira. C'est ce que moi j'avais vu. Parce que j'avais vu que Oliveira avait beaucoup de difficultés proche de la cage en matière de ground and pound face à Islam. Et je me disais, ça peut être un gros problème face à Tsarukyan, qui a un ground and pound aussi vicieux. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a mis contre la cage, il a retiré l'espace nécessaire pour faire des transitions de Jiu-Jitsu parce que bien sûr tu es proche de la cage et il a commencé par le ground and pound. Mais je vais vous dire une chose, peu importe le niveau que tu as en Jiu-Jitsu, peu importe ta ceinture,
quand tu te prends des coups de poing en plein dans le visage, ou tu te prends des coudes qui sont en train de te charcuter le visage et tu es dans la position du dessous, ton niveau importe peu dans ce scénario. Et c'était le plus gros problème que moi je voyais avec Oliveira. Il est trop à l'aise en dessous. Mais quand tu as du Tsarukyan au-dessus de toi, qui est en train de te mettre des coudes, qui est en train de te charcuter le visage, la teinte blonde est en train de devenir rouge, tu es en train de te manger des coups, il n'y a pas de triangle qui viendra, il n'y a pas de Kimura qui viendra, il n'y a pas... On peut lister toutes les soumissions possibles. Et c'était le plus gros problème que moi je voyais avec Tsarukyan. Maintenant, le troisième round, vers la fin, il y a eu la tentative de choke d'Oliveira. Et je pense que c'est même ce fait du combat qui a un peu rendu le combat split. Parce que c'était une décision partagée. Mais ce choke, je ne pense pas qu'il était aussi... Je ne pense pas qu'il était aussi verrouillé. Ce choke n'était pas aussi verrouillé que ça. Et même s'il l'était, après ce qui s'est passé au premier round, Tsarukyan était certainement très confiant qu'il allait en sortir. Et il était très calme dans ces scénarios où il se retrouvait sous la pression d'Oliveira. Mais dans tous les cas, belle victoire pour Arman Tsarukyan. Maintenant, passons au titre du BMF. Ce titre commence à me plaire. Ça a commencé avec Nate Diaz et Jorge Masvidal. Je ne l'ai jamais pris au sérieux parce que je pensais que... Et je pense même que c'est la réalité. Je le pense toujours. C'est une ceinture qui a été créée pour permettre à l'UFC de vraiment capitaliser sur la grosse hype que Masvidal avait. Parce que peut-être des gens l'ont oublié ou je sais qu'il y a de nouveaux fans, mais je peux vous dire, il y a de cela 3 ou 4 ans, Masvidal était considéré pour certains comme la plus grosse star de l'UFC. Bien sûr, personne ne dépasse Conor, mais il y avait des gens qui disaient après Conor, tu as Masvidal. Il y en avait même certains qui te disaient Masvidal est au niveau de Conor. Ok. Donc c'est comme ça que ce titre a été créé, mais après le combat que j'ai vu entre Max Holloway et Justin Gaethje, après le combat entre Justin Gaethje et Dustin Poirier, il commence à me plaire. Je me dis, pas mal, on pourrait faire quelque chose d'intéressant avec ça. Max Holloway a démantelé Justin Gaethje. Et c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Max Holloway et Alexander Volkanovski, c'est du très très haut niveau. Pour ceux qui aimeraient commencer par analyser un peu le sport, ce sont des combats qu'il faut voir. Surtout les 3 combats entre Max Holloway et Alexander Volkanovski, le niveau de détail. Surtout le 3e combat où Alexander Volkanovski a surclassé Max Holloway. En fait, ce qui s'est passé dans ce combat, quand tu le regardes, c'est un peu comme un jeu vidéo. Quand tu es bloqué à un niveau et tu ne peux juste pas passer au-dessus de ce niveau. C'était ce que Max Holloway ressentait. Je suis pratiquement sûr de ça. Que c'est ce qu'il ressentait. Parce que ce que Alexander Volkanovski lui a mis ce jour-là, c'est comme si Max Holloway et lui n'étaient pas dans la même classe. Et moi, le premier, je me suis dit, oh, c'est un griffe fini pour Max Holloway. Mais hier, il m'a montré que non, pas du tout. Pas du tout. Max Holloway est revenu et il a progressé. Il a progressé. Je vais revoir ce combat plusieurs fois. La façon dont il a démantelé Justin Gaethje, c'est spécial. C'est spécial. J'étais vraiment impressionné par la sélection de ses coups. Je savais qu'il avait une bonne sélection, mais hier, c'était très particulier. Ils ont étudié Justin Gaethje. Ils ont étudié. Ce qui s'est passé ce matin, c'était une étude de Justin Gaethje. Ils ont étudié Justin Gaethje et il a mis en place sa sélection de frappes et le timing sur ses frappes aussi. C'était impressionnant. Le timing sur ses frappes, je me disais, je n'ai pas trop parlé de ce combat parce que je n'étais pas décidé et il y avait une inconnue pour moi qui est que Max montait dans la catégorie au-dessus et Max est déjà monté dans la catégorie au-dessus. Quand Max était au top en 2018, il est monté et il a combattu Dustin Poirier pour la ceinture intérimaire. Et Dustin Poirier, lui, avait vraiment mis le bouillon là. Il lui avait vraiment mis le bouillon. Donc, je n'étais pas sûr de comment Max allait venir parce que déjà, comme j'ai dit, il y avait les combats avec Volkanovski. Il a combattu ensuite Arnold Allen. Il a combattu ensuite Korean Zombie. Mais le niveau de compétition n'est pas... De ce qu'on a vu dans les 3 combats, le niveau de compétition
ce n'est pas vraiment ça pour se faire un avis complet. C'est pour ça que je n'étais pas très sûr. Il y avait aussi le fait que, comme il avait déjà compéti dans la division au-dessus face à Poirier en 2018 ou 2019, et il avait perdu, je ne savais pas comment il allait venir cette fois-ci. En plus de ça, il nous dit, ou il a dit plusieurs fois que il allait prendre du muscle pour ça. Donc maintenant, le problème avec les prises de muscle, c'est que tout peut parfaitement bien se passer, comme on a vu à Max, ou tout peut mal se passer. C'est-à-dire, tu peux devenir plus lent, ton cardio peut être affecté. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Maintenant, Max, c'est quelqu'un qui met du volume. Déjà, c'est ça. Par exemple, ce matin, ce qui m'a aussi étonné, c'est que Max est en train de développer de la puissance de KO. Ce qui est très bizarre, il a mis KO Korean Zombie et là, il a étalé Justin Gaethje. Justin Gaethje était inerte, il ne bougeait pas, c'était fini là. Ce qui est aussi très bizarre, comment Max a toujours été un gars de volume. Max, il te met du volume. Il a mis du volume à Calvin Kattar pendant 5 rounds. Mais là, il commence à développer de la puissance de KO. Et là, il développe de la puissance de KO face à Justin Gaethje. Même ceux qui disaient Max allait gagner. Moi, j'avais pas forcément de pronostic par rapport à ça. Parce que comme je l'ai dit, je n'étais pas sûr exactement de ce qui allait se passer. Mais même ceux qui disaient qu'il allait gagner, il n'y en a aucun qui peut me dire qu'il penserait que Max allait étaler Justin Gaethje au 5e round après avoir mis une masterclass de striking pendant 5 rounds. Soyons sincères, personne n'avait vu ça venir. Max Holloway, un phénix. Beaucoup de personnes pensaient que c'était fini. Même moi, je pensais, il sera un éternel deuxième dans la division des poids plumes. Il a étalé Justin Gaethje. Est-ce qu'on peut parler de ce timing sur ce kick? C'est-à-dire le kick retourné qu'il faisait. Ils ont étudié Justin Gaethje. Justin Gaethje, il a tendance à baisser sa tête. Et même quand on regarde le kick, quand Max lui met le kick, Max le regarde. Ce qui veut dire qu'il sait exactement, en faisant le kick retourné, où la tête de Justin Gaethje sera. Il sait exactement qu'il va rentrer en plein dans le kick. C'est ce qui est arrivé à la fin du premier round quand il lui a explosé le nez. Son menton dont les gens parlaient, moi son menton, j'ai trouvé que le menton tient. Je pensais aussi que, Justin Gaethje, ça frappe fort quand même. Il peut collecter son menton, mais le menton, il tient encore. Le menton, il est bien là, bien solide. Tout va bien pour le menton de Max Holloway. Moi, je vois Max Holloway comme mon BMF. Je commence à aimer cette ceinture. Maintenant, finissons avec le main event. Le main event entre Alex Pereira et Jamahal Hill. Pour parler de ce main event, j'aimerais juste rappeler un tweet que j'ai fait juste après le combat sur Twitter. Mon tweet, c'est que je disais dans le tweet qu'il y a des classes. Il y a des classes de combattants et il y a des niveaux dans ce sport. Je sais que pour la personne moyenne, pas pour nous les fans, mais je sais que pour la personne moyenne, ce sont juste 2 personnes qui se mettent sur le visage, mais c'est pas ça. Et même au très très haut niveau, tu as encore des classes. Ce que je voulais dire par là, c'est que Adesanya n'est pas Jiri Prochazka. Jiri Prochazka n'est pas Jamahal Hill. Ils sont dans 3 classes différentes. Quand il s'agit d'affronter Poatan, Chama, Alex Pereira. Quand il s'agit de l'affronter, ils sont dans 3 classes différentes. Pour ça, il faudra en griffe que Jamahal calme son ego. Parce que ce qu'il disait avant le combat face à Pereira, je comprends que tu peux parler dans un combat en étant défaitiste ou pessimiste. Tu ne dois pas trop respecter ton adversaire. Mais je trouve que Jamahal en faisait trop. Depuis même des mois. Ça n'a pas commencé récemment. Ça a commencé il y a des mois. Et moi, au fur et à mesure que je lisais ce que Jamahal disait, quand je peux comprendre ce qu'il disait en anglais, quand j'écoutais un peu ce qu'il disait, je trouvais qu'il en faisait trop et il ressemblait de plus en plus à quelqu'un qui essaie de se convaincre. Qu'il est du niveau d'Alex Pereira, qui essaie de se convaincre qu'il peut battre Alex Pereira, et c'est là en fait que moi je commençais à perdre Jamahal, qui commençait à dire des choses comme quoi il va éteindre Alex Pereira debout, il va striker avec Alex Pereira, alors que je pense qu'il est ceinture noire en Jiu-Jitsu, alors que je pense qu'il s'est toujours entraîné en pur MMA, donc il n'a pas directement un passé de kickboxer. Donc ce que
Jamahal disait, et je l'ai dit dans ma vidéo analyse, c'est qu'il disait techniquement qu'il allait partir sur le terrain de son adversaire et battre cet adversaire qui est bien sûr le meilleur, l'un des meilleurs au monde à l'avoir fait, qu'il allait partir dans son domaine, dans son terrain et le battre. Il ne se disait pas, ok, quelle arme j'ai pour compétir avec cet adversaire. Il ne se disait pas, ok, comment je peux utiliser de la stratégie, comment je peux amener cet adversaire sur le terrain où je suis fort. C'est pas ce que Jamahal se disait et c'est là que moi je trouvais qu'il en faisait un peu trop. De mon point de vue, ce que Jamahal devait faire, il le faisait bien. Qu'est-ce qu'il devait faire? Je l'ai expliqué dans ma vidéo analyse. Il devait rester en fausse patte parce que tous ces problèmes, ça allait s'empirer pour lui s'il passait en orthodoxe. Chose qu'il a fait plusieurs fois face à Teixeira. Il devait rester en fausse patte. Il ne devait pas juste accepter les kicks. C'est-à-dire, si Pereira t'envoie un kick, tu dois le punir d'une certaine façon. Tu lui renvoies un kick, chose qu'il faisait bien. Il retournait. Moi, je pensais qu'il allait plus checker, mais il retournait les kicks. Chose qu'il faisait bien. Et enfin, d'un point de vue mouvement, il ne fallait pas qu'il se fasse aligner par le crochet gauche de Pereira. Et c'est là qu'on se rend compte des classes. Parce que comment tu sais que tu es face à un kickboxer de très très haut niveau ou comment tu sais que tu es face à quelqu'un qui est dans une autre classe? C'est quand tu sais exactement ce qu'il va faire et il le fait quand même. Jamahal est allé dans ce combat. On l'a vu aller dans ce combat. On savait tout ce qui allait arriver. Même ceux qui ne regardent pas beaucoup de MMA, on savait que Alex Pereira allait mettre son crochet gauche et l'éteindre. On le savait, mais Alex Pereira l'a quand même fait. Et c'est ce que je veux dire en disant il y a des classes dans ce sport. Il y a des niveaux, il y a des catégories. C'est exactement ce que je veux dire. Donc, pour ce tweet, Jamahal faisait tout. Mais je n'ai jamais pensé qu'il pouvait en fait passer au-delà. Parce que c'est une chose si Adesanya te dit quoi faire, mais dans la cage, tu n'es pas Adesanya. Il y a une différence entre la théorie et l'exécution. Ce sont deux choses différentes. Et en matière d'exécution, il n'est pas au niveau d'un Adesanya. Et quand il s'agit d'amener le chaos, d'être à l'aise dans le chaos, ou de venir avec certaines choses que tu ne peux pas mesurer pour surpasser ton adversaire, il n'est pas au niveau d'un Jiri Prochazka. C'est ce que je veux dire par classe. Et c'est ce que nous avons vu dans ce combat. Donc, moi, je pense que Pereira a fait ce qu'il devait faire et il avait même dit qu'il voulait combattre à l'UFC 301. Force est de constater qu'il pourrait combattre à l'UFC 301 qui est dans un mois, je pense. Il pourrait le faire. Et je crois que ce qui s'est réellement passé, c'est un peu regrettable pour Jamahal, mais je crois que ce qui s'est réellement passé, c'est que Dana White, le dictateur bienveillant, il n'avait pas vraiment un réel main event à la hauteur de l'UFC 300. Donc il a proposé à Hill qu'il n'était pas entièrement guéri de son talon d'Achille. On sait tous combien de temps ça prend. Il suffit de faire une recherche sur Internet pour se rendre compte combien de temps ça prend pour entièrement guérir d'un talon d'Achille et être à 100%. Il n'était pas guéri de son talon d'Achille. Mais le Big Boss l'a appelé et il ne pouvait pas refuser. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans la cage face à Alex Pereira. Ce qui est regrettable pour lui, mais c'est le choix qu'il a fait. C'est le choix qu'il a fait. Et même s'il était à 100% d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, je n'ai jamais pensé qu'il avait ses chances. Mais après, c'est le MMA. Est-ce que on a tous la chance du puncher? Oui, on a tous la chance du puncher. Mais j'ai toujours douté du fait que Jamahal vienne et je surclasse Alex Pereira. Parfait pour Alex Pereira, il défend une fois de plus sa ceinture, ou c'est la première défense, oui c'est sa première défense, il défend sa ceinture, il est prêt pour combattre éventuellement à l'UFC 301, s'il veut bien sûr, donc c'est un très bel cadre de l'UFC 300, peut-être que je parlerai des autres combats comme celui de Willy, peut-être on va parler après de Bo Nickal, mais c'était les 4 combats qui m'intéressaient le plus et je pense qu'ils vous ont intéressé le plus, donc je voulais juste en finir et vous donner un peu mes impressions à chaud. Donc,